Bienvenue à toutes et tous dans cette toute première édition du Scanner, le nouveau rendez-vous de votre média d'investigation locale, le DOC. Chaque mercredi, dans les locaux de la librairie Fière de Lettres, nous vous proposons de rencontrer ceux qui font, défont, construisent, voire dérangent la vie publique et citoyenne. Cette semaine, mon invité vient nous parler de ce mouvement qui rassemble encore des milliers de jeunes, lycéens ou étudiants dans les rues. J'accueille Brune, membre du collectif Youth for Climate, les jeunes pour le climat. Bonjour Brune. Bonjour. Alors il y a 30 ans, les jeunes scandaient No Future. Aujourd'hui, vous vous mobilisez à l'occasion de la Semaine pour le futur. Donc ce mouvement, il est plutôt porté par une vision optimiste, l'idée d'une transition heureuse, on va dire, ou bien est-ce qu'il est un peu fataliste ? Alors ça dépend des gens. On essaie justement à l'extérieur, via nos marches, de montrer qu'il y a encore de l'espoir, que c'est encore possible techniquement, mais parmi les gens qui sont les plus investis, il y en a beaucoup d'entre nous qui se disent que c'est pas forcément possible, mais c'est pas pour ça. C'est avec cette énergie-là de... Ça se trouve, c'est pas possible qu'on arrive à avancer, quoi. Que ça nous donne vraiment de la force et qu'on se dit qu'on se bat pas pour rien, que... Voilà. Alors ce mouvement, donc pour rappeler un petit peu, il est né à la suite de l'appel à la grève internationale pour le climat le 15 mars 2019. D'après vous, qu'est-ce qui a provoqué l'étincelle ? On en parle depuis longtemps maintenant, des problèmes de climat. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ça a pris ? Alors, je pense que la démission de Nicolas Hulot a quand même fait un électrochoc pour pas mal de gens, parmi surtout les adultes. Et puis ensuite, Greta Thunberg, il me semble que c'était en décembre 2018, je sais plus exactement. Mais elle a, par son discours, par le fait qu'elle loupait l'école, qu'elle accusait vraiment directement les dirigeants, ça a vraiment fait beaucoup réagir et elle est devenue vite fait une idole, un peu quelqu'un qui a été porté par les médias. Et l'impulsion qu'elle a lancée de faire la grève tous les vendredis a été vraiment rapidement suivie. Et à partir de là, on a commencé à s'organiser en micro-groupes, mais c'est pas elle qui a dit on va créer des groupes dans toutes les villes, quoi. Ça s'est fait un peu spontanément. Alors justement, donc Greta Thunberg, effectivement, on en parle beaucoup, mais donc j'ai bien précisé dans mon introduction que vous étiez membre donc, des Jeunes pour le climat et pas représentante. Vous refusez justement l'idée d'un leader. C'est un mouvement, un refus de l'horizontalité qu'on retrouve également, un refus de la verticalité, pardon, qu'on retrouve également chez les Gilets jaunes, mais à qui on a reproché justement d'avoir des revendications un peu éparses, peut-être individualistes. Qu'est-ce qui fait l'unité dans Youth for Climate ? Alors, en fait, l'unité entre Vous parlez de l'unité au niveau mondial ? Oui, ou même dans votre... On peut parler même à l'échelle locale. Est-ce qu'il y a une unité de valeur ? Est-ce que vous êtes d'accord sur vos revendications ? Ou est-ce qu'on a différentes sensibilités qui s'expriment ? Alors, on a différentes sensibilités. Enfin, il y a des gens qui sont un peu plus... qui sont militants depuis longtemps, même si ils ont un jeune âge, ils sont militants, ils ont été militants contre les réformes du lycée, contre plein d'autres choses. Et il y en a d'autres qui sont tout nouveaux dans le militantisme, dans l'engagement. Et il y a des gens qui ont des idées un peu plus, entre guillemets, radicales, mais en fait, on se retrouve tous sur le même point, le fait qu'il y a urgence à faire bouger les choses. Et du coup, on n'a pas trop de dissension entre nous, en fait. On sait qu'on doit faire des compromis ensemble et que c'est qu'ensemble qu'on pourra faire des choses. Donc voilà, on est vraiment unis aussi parce que maintenant, en fait, le fait de se battre ensemble, ça a créé des liens entre nous. On se connaissait pas forcément tous avant. Et maintenant, on se fait confiance. Le petit groupe d'organisation, le cœur de l'organisation, il se fait confiance. Et il y a des nouveaux gens qui arrivent, des gens qui repartent. Et en fait, c'est la confiance qui fait qu'on tient ensemble, il me semble. Voilà. On a beaucoup parlé donc, dans les derniers temps aussi de convergence. Le fin du mois, fin du monde, vous y croyez, vous ? Ou vous vous dites que c'est pas le même combat quand même ? Alors nous, au fait, au début, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu réticents à cette idée-là de convergence avec, par exemple, c'est surtout les Gilets jaunes dont on parle parce que c'est eux qu'on critique le plus dans les médias aussi. Et qui occupent l'espace public, ouais. Mais finalement, en fait, on s'est vraiment rendu compte que, enfin, c'est pas un secret, hein, mais qu'il peut pas y avoir d'avancement dans le domaine de l'écologie s'il n'y a pas d'avancement social.
Donc les deux domaines sont très très liés et on est de plus en plus orienté aussi pour une justice climatique et sociale et pour plus de démocratie directe. Donc en fait, on se bat pour les mêmes choses. Et le problème, c'est que les médias essaient de plus en plus de nous diviser et nous, on veut montrer que... En fait, c'est qu'ensemble qu'on peut réussir. Ça fait un peu bateau hein, comme phrase, mais voilà, c'est en alliant nos forces qu'on pourra réussir. Et on a bien vu que qu'on a pu compter sur eux quand on avait besoin d'eux. Ils sont venus nous rejoindre. Donc voilà, je sais pas si c'est tous les gilets jaunes qui sont d'accord avec ça, parce qu'ils sont quand même beaucoup et ils sont pas tous d'accord forcément. Comme nous, on n'est pas tous d'accord sur tout. Mais c'est indissociable, il me semble. Justement, les Jeunes pour le climat à Montpellier, c'est qui? Donc vous êtes étudiante, c'est beaucoup de lycéens, mais est-ce que c'est tous les lycées? Est-ce que les étudiants sont très mobilisés ou pas? Alors il y a quelques lycées où il y a plus de gens qui sont mobilisés. Par exemple le lycée Jules Guesde, là il y a vraiment un paquet de gens. Et après il y a d'autres gens qui viennent d'autres lycées, qui sont en petits groupes, qui viennent d'un lycée nous rejoindre. Mais c'est vrai que cette année, au niveau des facs, même déjà l'année scolaire dernière où on a créé le mouvement, qui a à peine 6 mois finalement sur Montpellier, c'est vrai qu'on a très peu d'étudiants et depuis un certain temps, les étudiants sont assez peu mobilisés. Il y a eu l'année dernière les étudiants étrangers qui peuvent plus avoir accès aux études gratuites à l'université. Et ça a peu fait de bruit, alors que c'est quand même quelque chose de scandaleux. Et en fait, on nous a dit, tous les gens qui nous ont parlé des syndicats étudiants, qui nous ont dit que depuis les blocus contre la réforme de Parcoursup et tout ça, et la réforme des universités, et ben, ça les avait vachement refroidis. Donc cette année, c'est un grand défi d'essayer d'un peu mobiliser les étudiants parce qu'ils sont encore assez passifs. Et d'après vous, cette mobilisation justement des jeunes qui se sont investis, elle vient d'où? Elle vient plutôt de leur famille et de leur éducation? Elle vient plutôt des médias, de l'école? D'après vous, qu'est-ce que dans ces trois institutions, lesquelles ont transmis un message et lesquelles ont failli un peu Ça dépend des gens. Il y en a d'entre nous qui viennent de familles où les gens sont assez militants, c'est des classes moyennes assez militantes, certains un peu comme on peut nous critiquer, un peu des bobos, mais il y en a plein qui viennent de milieux plus modestes. Ça dépend. Franchement, c'est pas forcément la famille qui fait ça. Et après, je pense que ça vient surtout d'une peur un peu de l'avenir général et le fait que je pense pas que c'est pas l'école qui incite à ça, c'est justement le rejet d'une éducation qui nous apprend pas à vivre dans un monde qui est en train d'être complètement bouleversé, qui reste sur ses acquis. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont décidé de faire la grève. C'est parce que à quoi ça sert d'être éduqué dans un monde si on n'a pas d'avenir dans ce monde? C'est cette rage-là qui a fait que on s'est tous mobilisés. Est-ce que justement dans ces institutions-là, même on vous met des bâtons dans les roues? Est-ce qu'il y a des problèmes avec les directeurs d'établissement? Alors il y a certains établissements qui, pour une des grèves, ont envoyé des mails aux profs pour dire oui, on les autorise, machin, laissez-les sortir sans leur mettre de mots. Mais là, depuis la rentrée, les directeurs n'acceptent pas forcément les préavis de grève à la fois des professeurs et les demandes d'excuses pour cause de mobilisation. Et là, on a encore eu un problème avec un directeur d'établissement qui, pendant qu'on était avec une banderole devant le lycée, qui a arraché les banderoles, qui les a menacés d'exclusion. Enfin, vraiment, on nous met vraiment des entraves à ce niveau-là et il y en a certains qui peuvent avoir des répercussions sur leurs études. Alors même si il y en a certains, on se dit que les éducations, au moment de commencer aujourd'hui, au niveau de commencer aujourd'hui, ça sert pas forcément à grand chose, mais il y a vraiment les parents qui poussent aussi certains à quand même continuer à faire leurs études, même si certains aimeraient arrêter, mais la plupart ils se disent il faut quand même que je finisse mon lycée et que je fasse un peu des études.
Voilà. Il y a dans votre organisation, donc évidemment une dimension très internationale, il y a aussi une dimension locale. Vous l'avez montré justement en allant occuper donc, ce week-end le parvis de la mairie, donc ça n'a pas forcément marché comme vous le souhaitiez, mais qu'est-ce que vous vouliez exprimer? À quoi vous réagissiez en allant quand même sur un lieu symbolique du pouvoir local? Alors en fait, ce qu'on avait décidé, c'est qu'on voulait occuper un lieu symbolique de pouvoir local. C'est surtout à la suite de la... Monsieur Sorel a annoncé en grande pompe cet été Montpellier déclare l'état d'urgence climatique. Et à partir de là, il y a eu des promesses vagues, floues, à un horizon plus ou moins lointain. Et nous, on voulait justement être là sur l'espace public pour faire prendre conscience aux élus et aux citoyens aussi que c'est pas avec des promesses vagues à horizon lointain, des petites promesses comme ça qu'on va y arriver et qu'il faut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux, radical. Voilà, donc c'était pour faire prendre conscience aux gens et aussi un des gros objectifs, c'est qu'on a essayé de faire le travail, de rassembler plein d'organisations, de militants montpelliérains, de citoyens qui font des choses pour le social, pour l'environnement sur Montpellier. Est-ce que vous avez des contacts justement avec les partis des Verts? Est-ce que vous avez un bilan aussi de l'action? Montpellier, c'est une ville écologiste ou pas vraiment? À Montpellier, il y a beaucoup de citoyens qui se mobilisent. Après, au niveau politique, il y a bien des choses qui se font dans le bon sens, hein, on ne critique pas ça. Il y a plein de nouvelles pistes cyclables qui apparaissent, il y a quand même pas mal de transports en commun, de choses comme ça. C'est quand même une ville où il y a quand même beaucoup de parcs. Mais tout arrive avec la pression citoyenne un peu. Est-ce que voilà, vous êtes porteur justement de ça, ou héritier peut-être de ça, de ce besoin de mettre une pression citoyenne? Ouais, alors nous on se bat aussi parce qu'ils ont annoncé une espèce d'assemblée citoyenne sur le climat. C'est aussi très très vague ce qu'ils ont dit, mais nous on se bat pour que ce soit une assemblée qui constitue des citoyens, des experts, des associations, des experts sur le climat et des associations, et qui puissent avoir un vrai pouvoir décisionnaire et pas seulement pour faire joli comme les conseils de quartier qui sont vraiment une insulte à la démocratie. Vous avez justement parlé des pistes cyclables, donc ça c'est un des angles. Est-ce que vous vous intéressez aussi à des thématiques locales comme le traitement de l'eau, le traitement des déchets, la qualité de l'air? Est-ce que dans votre mouvement, il y a une volonté d'aller creuser ces sujets-là au niveau local? Alors nous, en fait, on s'intéresse à vraiment toutes les initiatives qui se font, mais on n'est pas qualifié, on n'est pas légitime pour leur dire il faut que vous fassiez tant de choses. Enfin, il y a des compagnies, des scientifiques, des gens qui ont fait des études là-dessus, qui ont fait des rapports sur comment est-ce qu'il faudrait gérer l'eau, comment est-ce qu'il faudrait gérer les déchets. Enfin, c'est pas à nous de proposer les solutions qu'il faut mettre en place. Nous, on est une force qui essaie de leur mettre la pression pour qu'ils fassent ces choses, mais on n'est pas là pour leur mettre devant le nez et leur faire une liste de toutes les choses qu'il faut faire. Enfin, on a vu hier justement avec Greta Thunberg qu'il y a quand même une force, si ce n'est de proposition, en tout cas une force d'accusation qui devient même forte. Ça se joue là-dedans, dans l'accusation en fait, des générations avant vous. Bah oui, c'est qu'on est un peu en colère quoi, parce que les dirigeants ont laissé les choses faire, ont endormi depuis des décennies les citoyens sous des médias, sous le régime capitaliste depuis des années et on est un peu en colère que les gens ils se soient pas réveillés avant. Enfin, il y a des gens qui se réveillent depuis des années, mais la masse de la société ne se réveille pas. Et c'est quelque chose qu'on aimerait qui arrive et que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. S'il y a juste une petite part des écolos qui se mobilisent, on n'arrivera pas à faire plier les gouvernements et à faire changer radicalement le système en place. On est justement en pleine période électorale, en tout cas on la débute. Est-ce que vous allez demander justement des engagements aux candidats par exemple? Alors oui, on a plein de choses qu'on aimerait qu'ils fassent et justement le fait de nous voir mobiliser, ça leur met sûrement déjà la pression pour faire un programme assez ambitieux, mais
Enfin, on sait que ça va être un argument de campagne, que la mairie déjà en place est déjà en train de colorer son programme plus vert. Enfin, c'est déjà arrivé pour les européennes, qu'on n'est pas dupes. Et vraiment, nous, on veut pas s'affilier à aucun mouvement ni rien, mais on veut vraiment leur mettre la pression pour qu'ils fassent vraiment des choses vraiment radicales. Enfin, Nicolas Hulot l'a déjà dit, les petits pas, ça ne marche pas. Ça aurait peut-être marché si on l'avait commencé il y a 40 ans, mais là, on n'a plus le temps. Et les rapports scientifiques sont formels, donc il ne faut plus qu'ils se mettent des œillères et qu'ils essaient d'endormir les citoyens. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis avec plein d'associations qu'on a appelées pour nous aider à organiser ça et qu'ensemble, on puisse mettre plus la pression que si on fait chacun des trucs dans notre coin. Merci beaucoup Brune. Donc le scanner, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Vous pourrez revoir l'émission sur notre chaîne YouTube ou sur notre site ledoc-info.fr. Merci à Wissam et Chloé pour leur accueil dans la librairie Fière de Lettres. Merci à Gabriel Fradin pour la réalisation. À la semaine prochaine, portez-vous bien.